Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation. Nous poursuivons notre carême sur les 7 péchés capitaux. Après l'acédie, la gourmandise, l'envie, nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'avarice. Traditionnellement, c'est l'amour immodéré de l'argent, c'est l'oncle Picsou qui se baigne dans sa piscine de pièces d'or, un vice un peu ridicule qui ne consume que celui qui en souffre. Mais dans notre société, l'avarice n'est plus un défaut privé. Elle semble être devenue la règle du jeu économique. Nous vivons dans un système obsédé par l'accumulation infinie, dans un monde qui ne cesse de nous rappeler tous les jours que lui, il est fini. Est-ce une simple erreur de calcul ou une pathologie plus profonde? Est-ce une peur de la mort qui nous pousse à entasser pour nous rassurer? Et surtout, comment en sortir? Peut-on imaginer une économie de la fraternité et du bien vivre? Pour répondre à cette question, je reçois deux invités. Patrick Viveret, bonjour. Vous êtes philosophe. Quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit citoyen. Et vous êtes altermondialiste. Vous acceptez le qualificatif? Oui, tout à fait, parce que je pense, comme le dit le poète antillais Édouard Glissant, que l'un des biens communs de l'humanité, c'est sa planète, donc c'est la mondialité, mais que cette mondialité doit prendre d'autres formes que ce qu'on a appelé la globalisation, qui est au service d'une toute petite minorité de la population mondiale et qui est contraire aux grands enjeux écologiques. Donc l'altermondialité me convient bien. Voilà qui est posé. Et puis on se retrouve comme tous les numéros de cette série, Stipe Audax. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Vous êtes théologien, vous êtes professeur d'éthique à l'Université catholique de Louvain. Bonjour. Bonjour Stipe. Alors, comme d'habitude, c'est vous qui démarrez l'émission, même si on est déjà largement entré en matière. L'avarice, est-ce que vous êtes d'accord que ça ressemble un peu à l'oncle Picsou? À l'oncle Picsou et tous les autres oncles peut-être, ou les autres membres de famille, on n'espère pas. Donc l'avarice, je commence toujours avec une définition et aussi un peu itinéraire à travers l'histoire de théologie. La définition est assez simple. Vous avez déjà dit, Régis, au début, que l'avarice est le désir d'une appropriation sans mesure de biens terrestres. Mais dans la tradition théologique, il y a presque en même temps, simultanément, deux éléments. L'élément individuel et l'élément collectif. Notamment notre ami Évagre le Pontique déjà. 3e siècle. Je le répéterai quatrième, pardon. Je le répète presque à toutes les émissions. Il voit ça tout d'abord comme une maladie d'imagination prospective. Ça veut dire quoi? Pourquoi l'avarice? Parce qu'on n'est pas capable d'imaginer l'avenir ou accepter fragilité d'avenir, notre place de l'avenir qui n'est pas donnée. Donc on essaie à contrôler l'avenir par accumulation. Donc déjà, les liens avec l'orgueil. Notre disciple d'Évagre le Pontique, de Jean Chrétien, montre une autre perspective déjà. Il explique que l'avarice est contre nature, et particulièrement contre nature. Pourquoi ça? Parce que la luxure, la gourmandise, il y a bien qui est naturel. Donc manger, procréation, il y a désir naturel. Mais finalement, l'avarice ne correspond pas, ne répond à aucun besoin biologique, effectivement. C'est avarice qui est contre nature humaine. Dans le développement après, nous avons déjà chez Saint Basile et Thomas d'Aquin l'aspect collectif. Notamment pour Saint Basile, l'argent que personne amasse finalement appartient aux pauvres. Ça veut dire quoi? Il y a une citation très jolie où il explique la deuxième paire de chaussures que vous n'utilisez pas, ça appartient à quelqu'un qui n'a pas de chaussures. Et même pour lui, l'accumulation des biens qu'il n'utilise pas, c'est une forme d'usurpation des biens de notre proche. Et finalement, déjà dans la tradition médiévale, donc Thomas d'Aquin spécifiquement et après, nous avons une notion des biens communs et puis développement qui sera articulé autour de notions destination universelle des biens, qui on peut décortiquer
après dans l'émission. Je pense qu'on le fera. J'imagine que ce qui vient d'être dit vous parle. Il y a déjà beaucoup de choses. L'idée que c'est contre nature, l'idée que c'est la marque d'une certaine peur. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ben, j'ajoute juste un élément qui est complémentaire de ce que vous avez évoqué, qui est aussi le lien entre l'avarice et la tristesse que le philosophe Spinoza évoque sous le terme de passion triste. Alors, puisqu'on est dans une émission de la tradition chrétienne, c'est évidemment l'évangile du jeune homme riche qui est caractéristique de ce phénomène, c'est-à-dire que la possession crée la tristesse. Et je trouve que c'est très important à dire parce que c'est l'articulation entre ce qui se passe sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Vous avez évoqué en introduction la question: peut-il y avoir une économie du bien-vivre? Moi, je participe aussi à une alliance associative et syndicale qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre. Entre ce qui est la logique de la vie, qui est la logique de la création, qui est la logique de l'interrelation, ou ce qui est au contraire la logique de la possession, eh bien, la logique de la vie crée de la joie de vivre, la logique de la possession et de la domination crée de la tristesse. C'est contre-intuitif parce qu'on a quand même l'impression qu'avoir une île privée quelque part au large de l'océan Pacifique, avoir tout ce qu'on veut, un jet privé, c'est quand même, ça doit être agréable, non? Vu de l'extérieur, c'est l'erreur que l'on fait. Vu de l'intérieur, quand on voit la vie des ultra-riches, par exemple, il y a du plaisir qui peut être présent à l'origine, mais le plaisir, ça n'est pas la joie, et c'est un plaisir éphémère, et c'est un plaisir qui déclenche vite la peur de perdre. Celui qui possède sera possédé, fameuse phrase de Dostoïevski, et donc tout de suite la peur que l'on vienne prendre ce que l'on possède est inscrite dans cette ultra-richesse qui est en fait un dérèglement du désir. On retrouve ce que vous avez dit aussi. Vous êtes d'accord? Dérèglement du désir? Oui. En fait, c'est tout d'abord très intéressant de montrer que l'avarice est souvent liée avec la joie. Il y a promesse de joie, sécurité, confort. Mais finalement, il y a un autre mécanisme de la tristesse. N'oublions pas que la richesse, vous avez dit au début, Régis Bonnet, c'est surtout virtuel aujourd'hui. Donc rien n'est stable. Donc amasser énormément de richesses, ça peut disparaître. On est toujours, même des super riches, sous l'ombre de disparition. Et donc même ça, vivre dans ce spectacle de la richesse qui oblige une forme de concurrence. Si dans la compétition entre des super riches, comment faire la distinction entre nous? Je dois toujours faire plus. Il faut une île plus grande dans le Pacifique. Exactement. Qu'est-ce qu'une île plus grande et qu'est-ce qui peut-être posséder un pays? Donc finalement, ça devient beaucoup plus difficile de se distinguer dans une société où tout le monde partage, tout le monde possède déjà des richesses inimaginables, en fait. Et ça, c'est finalement, comme dérivé de tout ça, ou externalité, ça régule la tristesse. Et c'est ce que, enfin, dans la tradition, c'est la figure d'Harpagon, c'est la figure de celui qui... Vous allez nous le citer? Oui, je pense que j'ai une citation quelque part. Ah oui, voici. Au voleur, donc fameuse citation. Meurtrier, justice, je ciel, je suis perdu maintenant, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qu'est-ce qui se passe ici? Et je trouve le mécanisme assez intéressant, et ça arrive à 2 étapes. Tout d'abord, spiritualisation de l'argent qui est externe, et puis matérialisation de l'esprit. Ça veut dire quoi? Au début, la spiritualité, j'ai investi dans l'argent qui me donne la sécurité. Mais finalement, ça devient mon identité.
et mon argent est volé, qu'est-ce que la conséquence de ça? Je suis perdu, je suis assassiné. C'est pas partie de ma richesse qui a été volée, mais moi, mon être a été assassiné. Et voici, je vois aussi le lien avec la tristesse énorme, mais aussi désorientation. Quoi faire maintenant quand tout ce que j'ai investi spirituellement, émotionnellement dans un objet, finalement disparu? Vous êtes d'accord, Patrick Viveret? Oui, et je complète j'évoquais le fameux évangile du jeune homme triste. Riche. Du jeune homme riche. Joli lapsus. Et il y a une phrase très, très importante de Jésus dans l'Évangile qui est « Si tu te dépossèdes, tu vends tes biens, tu les donnes aux pauvres, etc., tu auras un trésor. » C'est parce qu'il refuse ce véritable trésor, donc la véritable richesse, que du coup le jeune homme s'en alla tout triste. Et moi j'ai eu l'occasion à une période de ma vie aux alentours des années 2000 de conduire une mission interministérielle sur une autre approche de la richesse et de la monnaie, et je repartais justement du sens des mots. La richesse, c'est ce qui compte. La valeur, dans toutes les langues latines, valeur, c'est de la force, mais c'est de la force créatrice, c'est pas de la force dominatrice. Donc, quand vous transformez le mot valeur de force créatrice, que vous le transformez en value for money, dans la langue du business, tout change. Un mot tel que bénéfice, à l'origine, ça veut dire activité bénéfique. Quand vous en faites une activité source de gains monétaires, vous avez le phénomène que vous décrivez, c'est-à-dire non seulement il y a le phénomène de la démesure par accumulation, mais il y a aussi le phénomène de la destruction du rapport à autrui. Moi, j'aime beaucoup cette phrase d'Alexander Lowen qui disait « Traverser la vie le cœur fermé, c'est comme faire un voyage en mer au fond d'une cale ». Au fond des cales, il y a énormément de riches et de puissants parce qu'ils sont dans la possession, la fermeture des cœurs, et ils n'ont pas accès à ce trésor qui est aussi le trésor de la rencontre d'autrui. Vraiment dans la continuation de notre réflexion, ça me fait penser à un livre de Michael Sandel, un philosophe américain, qui est critique de sociétés de marché. Et l'hypothèse est assez simple. Il explique que le marché, généralement, a son propre rôle dans la distribution de biens. Le problème est que la logique, le rôle qu'on donne au marché devient la logique de société. Donc, où marché, ce n'est pas uniquement un instrument pour distribuer des biens, mais la logique d'organisation de notre société. Et ça, l'impact est finalement sur les valeurs, parce que finalement, ici, la tentation est mesurée par l'argent, tout. Il donne beaucoup de jolis exemples. Parmi d'exemples, c'est un exemple, je pense au Japon. On a fait un peu d'expérience. Vous savez, des parents sont souvent en retard pour venir à l'école ou la crèche. Et finalement, ils sont décidés d'introduire une mesure. Pour chaque, j'improvise maintenant, 15 minutes, vous payez $2 finalement. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui était la conséquence, moi, de retard ou plus? Plus, puisque je paye. Plus, puisque je paye. Exactement. Parce que la mesure était là pour désencourager, en fait, être en retard. Mais la logique change. Parce qu'au début, j'ai honte parce que je suis en retard. J'ai coupé un lien, j'ai touché en valeur. Être honnête, être précisément là, promesse d'être là. Et finalement, j'ai monétisé ça. J'ai déjà licence à payer 2 €, 3 € ou plus. Et ici, ce qui se passe, je suis déculpabilisé personnellement, mais des valeurs de notre relation
ont perdu sa place dans la société. Et ça, je trouve vraiment, ça me fait un petit écho de ce que vous avez expliqué, le lien entre l'argent et valeur, mais distinction en fait profonde de société, dans la société. Alors, on peut dire que l'avarice, c'est aussi un péché structurel. On dit que dans notre série, on essaie de passer des péchés individuels aux péchés structurels. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que depuis quelque temps, on n'arrête pas de parler d'ultra-riches, de dettes écrasantes, etc. Est-ce qu'on vit une période particulière de l'histoire humaine ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées. Dans la toute dernière période, des dernières décennies, il y a quelque chose d'important qui s'est passé, c'est que toutes les régulations qui existaient essentiellement au niveau des États-nations et qui avaient pour objet de réduire les inégalités et de créer aussi des systèmes, notamment d'accession à de la protection sociale, à des éléments qui faisaient qu'une vie digne était accessible pour la plupart des citoyennes et des citoyens. La mise en cause de ces régulations, la défense de l'idée qu'après tout, l'inégalité était une bonne chose et que l'inégalité allait contribuer au fameux ruissellement et que la possession des plus riches allait bénéficier à tout le monde, ça a créé, et dans le monde entier, une situation de bouleversement très important. Parce qu'aujourd'hui, le degré des inégalités est sans commune mesure avec celui qui existait, par exemple, il y a une cinquantaine d'années. Donc ça, c'est une mutation très profonde qui s'est produite au cours des dernières décennies, qui a correspondu aussi beaucoup à toute la politique de gouvernement telle que Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, telle que Ronald Reagan aux États-Unis, et qui, évidemment, ont été des éléments d'aggravation qui viennent se greffer sur la mutation technologique, qui fait que, de plus en plus, la monnaie est devenue un système de points numériques et du coup facilite énormément la spéculation. Donc s'il n'y a pas de régulation, la spéculation explose, les inégalités explosent et on retrouve les chiffres que vous évoquez avec une minorité d'ultra-riches qui finit par avoir l'équivalent du revenu de la moitié de l'humanité. Mais il y a une autre mutation plus en amont, plus profonde qui s'est produite à un moment donné. Je faisais justement référence à ce que la pasteure protestante Marion Muller évoque dans son analyse du déluge et de Noé, et quand elle dit le déluge se produit quand il y a une conjonction de trois facteurs, l'avidité, donc là on est beaucoup sur le terrain de l'avarice, la fermeture des cœurs et, ajoute-t-elle, le dérèglement de la langue. Évidemment, Babel en est une illustration. Mais ce dérèglement de la langue, il s'est produit justement quand l'économie contemporaine, à partir en gros du XVIIIe siècle, a repris le terme d'économie, mais en lui donnant un tout autre sens que son sens originel. Par exemple, le mot même d'économie, oikos nomos en grec, ça veut dire l'organisation de nos maisons. Donc l'oikos nomos devrait être un sous-ensemble de l'oikos logos, l'écologie, la théorie de la grande maison. Et en plus, ça paraît tout à fait fondé, puisqu'on comprend bien que l'avenir de nos petites gestions, de nos petites maisons, dépend étroitement de l'avenir de notre grande maison planétaire. Et on a coupé complètement ce lien de l'économie avec le vivant. Tout ce qui était rapport à la nature, on a dit, si ça n'est pas rare et si ça n'est pas cher, ça n'a pas de valeur. Donc l'air, l'eau, les humains, tout ce qui était ce qu'on appelait des biens libres, dès que c'était gratuit, dès que c'était abondant, ça n'avait pas de valeur. Donc torsion complète du mot économie, torsion complète du mot valeur,
Et c'est comme ça qu'on a introduit ensuite cette autre torsion des mots. Bénéfice, on passe de activité bénéfique, source de bienfaits, à activité qui génère des gains monétaires. Perte, au lieu de vouloir dire perte de valeur, valeur comme force créatrice, ben on comprend bien qu'à ce moment-là, si on détruit par exemple une nappe phréatique, c'est une perte, puisqu'on attaque directement une source de force créatrice. Mais si je dis, ah ben non, perte, ça veut dire simplement perte de gains monétaires, c'est comme ça, vous évoquez dans votre introduction le problème du fameux produit intérieur brut. Dans le produit intérieur brut, on va mélanger des choux et des carottes, donc des activités qui peuvent être certes utiles et d'autres qui sont parfaitement nuisibles. Donc le narcotrafic, la prostitution, toutes les quantités d'activités destructrices sur le plan écologique, etc., vont être comptées positivement dans le fameux produit intérieur brut. Et en même temps, comme vous dites, la destruction de la faune, de la flore, ne va pas être comptée en malus, ne va pas être comptée en négatif. Et si vous voulez préserver une forêt, eh ben, ça ne va pas être compté positivement. Et c'est ça qui produit, vous évoquiez aussi les questions qui sont très actuelles, telles que la dette, par exemple. Mais la première dette, c'est la dette écologique. Et elle, c'est de loin la plus lourde et la plus irréversible. Et quand on a un mécanisme qui détruit une grande partie du vivant et de notre planète, on se retrouve avec une dette écologique aggravée. Vous voyez, donc il faudrait repartir du fait que la première question, c'est ce mécanisme qui est un mécanisme pervers qui a remplacé la valeur force de vie par la valeur exprimée en argent. Oui, la discussion vraiment similaire est déjà présentée dans Laudato Si de Pope François, qu'il parle beaucoup de ça, dette écologique aussi, mais aussi de responsabilité, en fait. Donc notre planète est finalement notre maison. On ne peut pas remplacer cette maison par une autre option. Ça, ce n'est pas la logique de marché où si l'option A ne me convient pas, on va remplacer ou acheter une autre. Il y a situation dans la vie où quelque chose est irréplaçable, par exemple l'écologie. Mais aussi notre attitude envers l'écologie aussi change notre attitude par rapport à la société et envers les autres. Donc la logique d'instrumentalisation qui est visible dans notre attitude envers l'écologie est facilement transmutable dans notre relation entre les êtres humains. J'ajoute la dernière chose, et c'est aussi valeur de travail dans une situation de spéculation. Je vous donne une anecdote qui est effrayante. C'est une image publiée à New York Times. Notamment en Chine, il y a maintenant des villes presque abandonnées, des usines abandonnées, avec uniquement des machines à l'intérieur qui sont là pour consommer l'énergie, pour créer Bitcoin. Donc Bitcoin, il n'y a pas valeur indépendante, c'est uniquement spéculatif. Et voilà, les travailleurs sont là pour remplacer l'eau pour des machines qui travaillent. Et donc les usines sont abandonnées, il n'y a pas de travail sauf de servir des machines. Et ça, je trouve étonnant en fait. C'est aussi une vision de monde où la richesse est complètement spéculative et où le travail est vraiment servir la spéculation et pas valeur intrinsèque d'humanisation. Et donc, je retourne sur Laudato Si, qui parle aussi de valeurs. Et dans la tradition aussi théologique chrétienne d'éthique sociale, il y a beaucoup d'exigences et de l'importance sur la valeur de travail dans l'humanisation. Alors j'ai une question très bête, je suis très nul en économie. Pourquoi est-ce que personne ne s'en rend compte? Parce que dans l'ancien système, vous aviez je sais pas, un champ, vous saviez que vous pouviez en tirer tant,
Vous pouvez, bon, peut-être anticiper en faisant un prêt ou en demandant, en disant je te paierai, mais là, vous êtes en train de dire que le niveau économique n'a plus aucun rapport avec le niveau de la réalité des choses concrètes qui sont produites, qu'elle est censée... Pourquoi personne ne s'en rend compte? C'est une question très bête, hein. Alors, il y a d'abord la question n'est pas bête, elle est au contraire tout à fait fondamentale. Et je dirais qu'il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est effectivement la déconnexion croissante de l'économie avec la réalité elle-même. Ça renvoie aussi à ce que vous dites sur la spéculation. Hein. C'est Bernard Liétard, qui a été un ancien responsable de la Banque centrale de Belgique, qui était aussi dans la préparation de la monnaie, qui a préparé l'euro qu'on appelait l'écu, mais qui s'est beaucoup intéressé aussi aux monnaies locales, parce qu'il était obsédé par la reconnexion de l'économie dans son ensemble, et notamment de la monnaie, à la réalité, parce que, disait-il, plus de 90% des transactions financières quotidiennes n'ont aucun rapport avec l'économie réelle, avec des biens et des services réels. Donc ça, c'est la première question, qui est évidemment la déconnexion avec le réel. Donc si vous n'êtes pas connaisseur, si vous n'avez pas une bonne connaissance des marchés financiers, etc., en gros, vous faites confiance à votre banquier. Et le deuxième élément, qui est en rapport avec ceci, c'est l'opacité. C'est-à-dire qu'il y a aussi une opacité qui est entretenue volontairement, parce que, évidemment, cette opacité bénéficie ceux qui sont aux commandes du système. L'un des meilleurs exemples, il avait été donné par l'ancien patron de la Banque fédérale américaine, Alan Greenspan, qui, à l'occasion d'une conférence de presse où un journaliste lui pose la première question et reprend la formule habituelle « Monsieur le Président, si je vous ai bien compris », et Greenspan l'arrête et lui dit « Si vous m'avez bien compris, c'est que je me suis mal exprimé ». Et derrière cette blague, il y a quelque chose de très profond, c'est-à-dire que la compréhension de ce qu'est la circulation de l'argent, la création de l'argent, qui là aussi renvoie, si on donne aux mots leur sens, la création de l'argent se fait par le crédit. Le crédit, c'est la conjonction d'un système de croyance et d'un système de confiance. Mais si vous transformez le mot crédit de confiance et de sens, la croyance c'est du sens, et que si vous en faites une réduction purement monétaire, vous donnez un surpouvoir à des acteurs qui vont avoir le pouvoir de créer de la monnaie, mais dans une situation d'opacité totale, et qui coupe aussi la question « que va-t-on faire de cette monnaie ?» Et vous avez un exemple récent avec ce qu'on appelle le quantitative easing. Alors ça peut paraître un terme très compliqué, mais quantitative easing, c'est on donne le pouvoir, surtout dans des situations difficiles, aux banques centrales de créer davantage de monnaie. Mais toute la question qui a été posée, notamment par des parlementaires européens, c'est ce surpouvoir qui est donné, à quoi va-t-il servir? Et donc, par exemple, ils avaient proposé de dire, eh bien, la création monétaire, elle doit servir prioritairement les investissements écologiques, parce que c'est là que nous avons besoin de moyens essentiels. Eh bien, il y a eu un refus de tous les lobbies qui disaient « Ah non, le quantitative easing, c'est très bien parce que ça nous permet de maintenir la logique spéculative. » Vous voyez, cette rencontre entre la coupure avec le réel et un certain nombre d'intérêts puissants qui jouent de l'opacité organisée, c'est le contraire de l'éducation populaire. Au lieu de permettre comme dans la citoyenneté, au lieu de permettre la compréhension de mécanismes, on fait tout pour en interdire au contraire la compréhension. Stipe Hodak. Si je peux poser une question. Donc, il y a l'illusion qui existe, il y a aussi la fabrication d'illusions. Mais qu'est-ce qui se passe dans la situation en crise
où on brise l'illusion et finalement, ça devient évident que la coupure qui existait depuis longtemps n'est pas facile, c'est pas facile à résoudre maintenant. Qui est là pour prendre le risque et résoudre, qui est obligé à faire ça? Alors, d'abord, je dirais que la première des questions, c'est de se reconnecter avec la réalité, pour répondre au premier risque que l'on évoquait, qui est la coupure de l'économie avec la réalité. Ça se traduit notamment, cette situation, par l'aggravation des catastrophes écologiques. Comme on est dans le déni, et le déni aggravé depuis l'élection de Donald Trump, mais de ce point de vue-là, Vladimir Poutine a la même posture négationniste sur les problèmes écologiques que Donald Trump. Ça se traduit dans la réalité par quelque chose de plus en plus grave, qui est effectivement le dérèglement pas simplement climatique, mais les atteintes à la biodiversité, mais les problèmes majeurs au niveau de l'eau potable, etc. Donc la première des choses, c'est se reconnecter à ce réel qui est notre rapport à notre planète Terre, à la nature, aux vivants, etc. La deuxième chose, c'est se reconnecter à la solidarité sociale. Parce que justement, quand vous avez une catastrophe, pas simplement une catastrophe écologique, la question clé, c'est est-ce que ça génère du sauve qui peut ou est-ce que ça génère de la solidarité? On voit bien que, fort heureusement, spontanément, dans la plupart des situations de catastrophe, les êtres humains ont plutôt des réactions de solidarité. On le voit encore récemment en France avec les inondations. Mais il faut que cette solidarité, elle soit accompagnée, entretenue, appuyée par des pouvoirs publics. Parce que sinon, il y a toujours un moment où ça ne fonctionne pas, et à ce moment-là, c'est les logiques de peur ou de sauve qui peut qui reprennent le dessus. Donc, exigence écologique de reconnexion au réel, exigence de solidarité pour reconnexion au lien social, et exigence démocratique, le troisième élément, parce qu'il faut effectivement que les pouvoirs publics accompagnent ces mouvements de solidarité et évitent les mouvements de sauve qui peut, de panique ou de compétition. Et donc là, on a tout à fait la trilogie de la responsabilité écologique, de la justice sociale et de l'approfondissement d'une démocratie qui, à ce moment-là, n'est pas une démocratie d'affrontement, mais une démocratie de coopération pour traiter ces grands défis. Mais justement, je me permets de rebondir là-dessus. Vous avez parlé de Donald Trump, la crise écologique est majeure, on voit même, y compris aux États-Unis, enfin je veux dire, on pourrait toujours penser qu'on ne le sait pas parce que voilà, mais on arrive... Enfin, c'est le sauve qui peut. C'est-à-dire que l'avarice est tellement importante que, au contraire, on élit un président qui nie la crise écologique, on renforce les dérégulations. Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? D'abord, c'est important de rétablir les éléments de lucidité sur la réalité elle-même. C'est parce qu'il faut identifier ce type de processus comme un dérèglement qui nous mène toujours plus loin vers des situations dramatiques. C'était Georges Bernanos qui reprenait la définition de l'enfer, le fameux débat dans le journal d'un curé de campagne avec la Châtelaine qui croyait que l'enfer c'était bon pour les mécréants. Non, l'enfer c'est de ne plus aimer ou de ne pas aimer. À chaque fois qu'il y a une situation où on fait la guerre à la nature et on fait la guerre aux autres humains, donc c'est le contraire d'un rapport d'amour, à ce moment-là, on va vers la catastrophe. C'est aussi ce que je disais avec Marion Muller sur le déluge est en vue. Mais ça veut dire du même coup que l'expression positive de ce que je viens de dire, c'est de dire revenons au réel, revenons à la solidarité, revenons
à la responsabilité écologique. Et heureusement, par exemple, on voit bien aux États-Unis, il y a une espèce de sortie de la sidération et on commence à voir de nouveau des contre-pouvoirs qui agissent ou des personnes qui disent on ne peut pas avoir des comportements aussi inhumains avec des personnes immigrées. Et donc là, c'est vraiment la confiance dans l'être humain, la confiance dans l'humanité, la confiance dans les valeurs d'humanisme qui est la réponse, à mon avis, positive à ce dérèglement. Stipe. J'aimerais bien ajouter quelque chose, et ça m'intéresse votre réaction aussi. Je pense aussi que c'est important de démystifier les abus de solidarité communs. J'explique tout de suite. Parce que durant la crise de Wall Street, ça c'est 2008, tous les banques sont en faillite et finalement, les banques demandent la solidarité soudainement. Ça veut dire quoi? La solidarité en sens que toute la société va réinvestir l'argent pour sauver les banques. Ça, c'est solidarité. Ça, c'est pareil pour dire j'accumule, ça, c'est ma geste de solidarité pour toi parce que ça sera à toi un jour, en fait. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Et c'est finalement la solidarité commune comme concept qui cache finalement l'avarice. Et je pense que c'est vraiment nécessaire de démystifier le mot solidarité, insister sur les actes de solidarité. Dans les actes de solidarité, vraiment comme les actes distributifs. Donc, arrêter de parler de solidarité, montrer finalement comment ça marche et laisser la société reconnaître la solidarité et pas uniquement écouter la solidarité. Parce que sinon, on est toujours un peu dans le risque d'avoir des masques de solidarité partout. En réalité, la machine continue de la même manière. Mais ce que vous décrivez, à travers la notion de masque de la solidarité, c'est le même détournement de langage que j'évoquais tout à l'heure à propos de mots tels que valeur, tels que bénéfice, etc. Oui. Et donc c'est très important, là aussi, de revenir à la réalité de ce qui est porté par les mots eux-mêmes. Par exemple, c'est là que le sens d'un autre mot, tel que l'esprit de fraternité, c'est-à-dire comment concrètement des actes de solidarité permettent à des êtres humains de se relier plutôt que de se délier. Ça, une grande partie des difficultés actuelles vient de ce que un ensemble de réseaux internationaux avait appelé au moment du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, on avait appelé ça le double dérèglement climatique. On disait, il y a le dérèglement climatique physique, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler le dérèglement de la climatologie émotionnelle. On avait appelé ça le problème de la glaciation émotionnelle. À l'époque, on nous avait pris pour des gentils bisounours, etc. Or, la glaciation émotionnelle, elle va aujourd'hui plus vite encore que le dérèglement physique. Et on a des pays qui sont au bord de violences de plus en plus extrêmes à cause de ce dérèglement émotionnel. Le dérèglement émotionnel, lui, il se traite par la question de l'esprit de fraternité, par une qualité d'accueil d'autrui et une qualité de rapport à la nature et au vivant qui est au contraire renforcée. Mais j'ai envie de vous poser la question. Moi, vu la manière dont le monde fonctionne, j'ai toujours connu ce monde-là. Vous êtes alter-mondialiste, ça serait quoi l'alter-économie? C'est-à-dire, et d'abord, quel serait le premier geste? Ça serait de demander à tous les oncles Picsou, ça nous évite de dire un nom, de rendre leur fric. Est-ce que c'est de réguler en disant, par exemple, la crypto-monnaie, ça ne vaut rien, et puis tant pis. Mais alors, là aussi, c'est injuste, parce qu'il y a peut-être des pauvres qui ont investi dans la crypto-monnaie. Enfin, quel serait pour vous, je vous nomme président, général, dictateur, prince du monde, quel est votre premier acte pour changer l'économie et réduire l'avarice? Mon premier acte, ça serait de mettre en œuvre pour de bon
ce qu'on appelle le programme des objectifs de développement durable ou soutenable des Nations Unies, qui ont pris la suite des objectifs du millénaire à l'époque où c'était Kofi Annan qui était secrétaire général des Nations Unies. Et ces objectifs de développement soutenable, ils couvrent tous les champs qu'on vient d'évoquer. Le champ écologique, le champ de la solidarité sociale, le champ des rapports interhumains, le champ de la démocratie, etc. Donc, la mise en œuvre effective de ces programmes des Nations Unies, qui ont été acceptés par la quasi-totalité des nations, ça, c'est un premier objectif. La mise en œuvre de politiques publiques mondiales sur ce qu'il y a de plus vital, c'est-à-dire, par exemple, la préservation de l'eau potable, la préservation de l'état du climat actuel qui est déjà fortement déréglé, mais pour éviter son aggravation, le renforcement de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, tous ces éléments qui étaient très largement présents et qui, aujourd'hui, sont en train d'être explosés essentiellement sous l'effet de ce pacte qu'on peut appeler un pacte véritablement diabolique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui veulent faire sauter tout ce qui concerne de la régulation mondiale des droits humains pour le remplacer par des logiques impériales et par le monde d'Orwell avec des empires qui vassalisent à l'intérieur de leur propre empire. Mais on ne part pas de zéro puisque ces éléments existent et si on leur redonnait une véritable force, et je pense que par exemple des pays comme le nôtre qui sont dans le Conseil de sécurité des Nations Unies devraient jouer un rôle moteur au service d'une politique, ce qu'on appelle dans le réseau des dialogues en humanité, qui est un réseau mondial, on appelle ça la question de la défense de l'humanité. Et de dire, oui, il y a bien un problème de défense, mais c'est un problème de défense de l'humanité elle-même, pour échapper à ces logiques prédatrices. Hippodac. Si je suis roi de monde... Ah oui, si est-ce que vous... Rien commence avant 10 heures du matin, je ne suis pas matinal de tout. Donc ça, c'est la première décision. Après, je ne suis pas économiste, mais vraiment, j'essaie à penser changement structurel. Et tout d'abord, j'insiste vraiment sur le mot qui était répété plusieurs fois, c'est réalité. En ce sens-là, je suis vraiment réaliste. Par exemple... Vous êtes dans tout à fait toute la tradition sur l'avarice, c'est ce qu'il dit. Retour au réel. Réel, exactement, parce que l'avarice, au début, c'était maladie d'imagination. Donc, je vais venir à ça. Mais au début, vraiment démonter des illusions. Par exemple, paradis fiscal, c'est une illusion. Pourquoi c'est un paradis, quelque chose qui cache vraiment le vol? Pourquoi même le mot paradis pour quelque chose qui est vraiment l'avarice ou finalement crime? Donc, c'est déjà contre les lois qu'on possède. Mais on s'est habitué à vivre dans un monde d'illusions, dans les miroirs qui reflètent beaucoup. Et donc, personne n'ose à couper parce qu'un autre pays va créer un autre paradis. Mais il faut vraiment démonter, défaire les illusions. Et puis, vraiment concrétiser les actes. Solidarité, ça veut dire quoi? Enfin, finalement, et on dit que quelque chose est avarice ou quelque chose est trop à un moment où l'accumulation est extrême. Et finalement, ça c'est trop tard. La question reste comment on est arrivé jusqu'au moment où c'est visiblement le décalage abysse entre le travailleur et ceux qui possèdent énorme. Donc la réponse est assez simple, l'exploitation est cachée quelque part. Sauf ici, on ne parle pas d'exploitation. Si on parle, mais on ne voit pas l'exploitation récemment et reste très éloignée. Quelque part au Congo, il y a l'exploitation et nulle part ailleurs. Et donc ça, c'est toujours une forme d'illusion qui est jouée par tout le monde, y compris, si vous permettez un petit critique,
d'ONG très à gauche qui restent dans les mots. Il faut changer tout, il faut avoir la solidarité. Mais comment exactement? Et j'aime bien la proposition. On a déjà des bases. Je vous propose A, B, C, D. Essayons maintenant de faire quelque chose et pas uniquement ni critiquer, ni continuer la marchandise d'illusions. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et j'ajoute un élément qui va dans ce sens, qui est qu'il nous faut nous occuper de travailler sur le cœur même de l'économie. Vous savez, souvent, on parle dans le jargon des économistes d'externalité. Alors, par exemple, tout ce qui est écologique, souvent social, on va dire, ah ben oui, ce sont des externalités négatives. Mais si on ne s'occupe que des externalités, sans s'occuper du cœur même de l'économie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on compte et comment on échange ce que l'on compte, c'est-à-dire la question de la comptabilité, la question de la monnaie, et puis juste derrière la question de la fiscalité qui relie à la question de la démocratie. Il faut s'occuper de ces internalités, parce que si on ne change pas les internalités, c'est-à-dire si on continue à avoir en termes comptables des systèmes qui font que le narcotrafic, l'énergie fossile, la prostitution vont être comptés positivement parce qu'ils génèrent des gains monétaires, eh bien, on est obligé de surcompenser les externalités négatives que tout ça provoque. Et comment est-ce qu'on les compense? Par des normes qui elles-mêmes deviennent contre-productives. C'est le drame qu'on a aujourd'hui dans nombre de pays par rapport aux agriculteurs qui disent « mais nous crevons sous des normes ». Mais d'où elles viennent ces normes? Elles viennent du fait qu'on a dû compenser le fait que des produits qui généraient des bénéfices monétaires, ah ben oui, mais ils provoquent des maladies très graves. Des systèmes énergétiques qui produisent des gains monétaires considérables, ah ben oui, mais on sait maintenant qu'ils concourent au dérèglement climatique, etc. Donc il faut arrêter de s'occuper de la marge, il faut s'occuper de l'intérieur, et donc c'est la question des indicateurs de richesse, c'est la question d'un projet, y compris de monnaie mondiale. L'un des grands débats actuellement, c'est de dire on ne peut plus supporter la domination du dollar comme monnaie mondiale. Alors il y a quantité de pays du Sud qui protestent contre ça, mais encore faut-il que si on met en cause le dollar, ça n'a aucun intérêt de mettre en cause le dollar si c'est par exemple pour rétablir l'or comme monnaie mondiale. Par contre, dire on va gager une monnaie mondiale sur du patrimoine écologique, c'est ce que par exemple Bernard Liétard proposait avec son projet qu'il appelait Terra, ça c'est une véritable opération qui s'occupe du cœur même de l'économie et qui ne se limite pas à s'occuper de la périphérie et des externalités. Bien, on est à la fin de l'émission. Ça s'est passé très vite. Qu'est-ce que vous retenez, Stipe Hodak? Ça passe très vite. Donc, on a commencé avec notre discussion autour d'avarice. L'avarice comme tout d'abord maladie d'imagination, désir à contrôler l'avenir, qui est aussi capable de devenir la logique de notre relation humaine et création de notre société. Et finalement, on trouve dans notre analyse c'est vraiment au cœur de notre discussion autour des valeurs de production de biens, de valorisation biens, où c'est exactement trouve le problème d'économie. On s'occupe d'externalités et finalement, il faut regarder au cœur et repenser l'idée même d'économie qui était au début maison, lié avec l'idée de maison qu'on partage ensemble. Et finalement, je vais finir avec la notion de destination universelle de biens. Destination universelle qui on partage en fait comme les êtres, mais aussi destination universelle de biens. Des biens qu'on partage sont aussi pensés pour nourrir tous les êtres ici. Pour nourrir tous les êtres, pour épanouir notre existence. Et à un moment donné, quand on perd le lien entre le bien et notre existence, on s'y perd la possibilité de penser la réalité. Et on commence à inventer des illusions, des mots qui n'expliquent rien.
et finalement, c'est nécessaire à agir et repenser et retravailler le système. Merci beaucoup. Alors, vous, Bernard Viveret, vous venez de publier avec Julie Chabot, La Traversée, sortir du temps des chenilles pour oser les métamorphoses. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut, compte tenu de la situation actuelle, penser davantage en termes de métamorphose que de transition. La transition, c'est un processus relativement linéaire, alors que la métamorphose, on le connaît bien dans le cycle du vivant, et nous-mêmes, êtres humains, nous sommes des êtres de métamorphose, ça passe par des mutations et des changements qualitatifs très importants. Et à certains égards, ce que nous vivons actuellement est beaucoup plus proche d'une métamorphose que d'une transition. Si on raisonne en termes de transition, on est vite désespéré d'ailleurs, parce qu'on dit, alors, tout ce qu'il aurait fallu faire, on ne le fait pas assez, et même on fait le contraire, on vit des grandes régressions. La transition écologique. Tandis que si on raisonne en termes de métamorphose, ça permet aussi de comprendre ce qu'on peut appeler le temps des chenilles, c'est-à-dire tous ces temps de peur, de rétractation. Parce que du point de vue de la chenille, le papillon, c'est la fin de son monde. Donc ça permet de mieux comprendre ce qui se passe dans les régressions, sans désespérer. Ça permet de conserver la perspective positive, ce que les biologistes appellent les cellules imaginales, toutes les énergies créatrices qui vont vers la métamorphose, mais ça permet dernièrement d'affronter le temps actuel dans lequel nous sommes rentrés, qui est un temps de chaos, mais de faire en sorte que ce chaos soit un chaos créateur, un chaos morphose, et non pas un chaos destructeur. Merci beaucoup. Donc Patrick Viveret, je vous appelais Bernard, mais en fait, vous vous appelez pas Bernard. C'est mon cousin qui s'appelle Bernard, il sera ravi de l'hommage. Voilà. Et Julie Chabot, La Traversée, sortir du temps des chenilles pour oser les métamorphoses aux éditions des Liens qui libèrent. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur les plateformes de podcast et sur l'application radio de KTO. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot, toujours dans cette série de carême des 7 péchés capitaux.